Salut dans le hall, bonjour à tous. Alors je vous fais juste une toute petite vidéo parce qu'on m'a demandé de parler des autres techniques qui sont venues après la pénurie de Soma. Donc je vous rappelle que la pénurie de Soma, alors d'après moi évidemment je peux me tromper, mais on sait qu'elle est, elle est arrivée et comme selon toute vraisemblance c'était un champignon psilocybe parce que quasiment le seul mot qui décrit le plant de Soma c'est le mot amshu qui signifie fibre, filament. Bon, on m'a communiqué aussi d'autres mots là que je vais aller regarder d'un peu plus près, mais pour l'instant j'ai pas trop le temps. Donc oui, donc le Soma serait donc un champignon, ce que les gens appellent très bêtement un champignon hallucinogène, alors qu'il ne donne pas d'hallucination, sauf si vous faites ça n'importe comment, ça c'est autre chose. Ces champignons-là ont besoin, comme tous les champignons, ont besoin d'eau, d'humidité. Et donc, il y a 4200 ans, il y a eu une énorme sécheresse qui a frappé toute la toute la zone intertropicale de la Terre, aussi bien en Inde qu'aux États-Unis, qu'en Afrique du Nord, enfin partout, partout. Hein. Disons que ça n'a pas arrangé le Sahara qui avait déjà pris un bon coup. L'Égypte, enfin qui est plus ou moins dans le Sahara aussi. Tout ça, ça a été très dur. Ça n'a pas tellement touché la civilisation des 7 rivières, la Sapta Sindhu, hein, celle du Rig Veda, donc ce qu'on a plus connu sous le nom de la civilisation de l'Indus, parce qu'ils avaient quand même beaucoup de rivières, des grandes rivières, des très grandes rivières, qui débarquaient qui descendaient de l'Himalaya. Et donc, même s'il pleuvait pas beaucoup, les glaciers fondaient quand même un peu. Alors, oui, puis en même temps, il y a eu des dérèglements de la mousson et tout et tout. Donc, quand vous n'avez pas d'humidité, vous n'avez pas de champignons. Voilà, c'est pas compliqué. Hein, ici, en Bretagne, quand il y a après la pluie, vous allez dans les coins à champignons. Enfin, maintenant, c'est peut-être plus possible parce qu'il y a toutes les saloperies qu'ils mettent dans la terre et tout pour l'agriculture intensive. Je ne sais pas ce que ça donne. Enfin bon, il y a quand même des coins à champignons, tout le monde en a entendu parler. Et bon, et les gardes secrets en général. Enfin bon. Et donc voilà, ces champignons-là, s'il n'y a plus d'humidité, il n'y a plus de champignons. Donc il y a eu une sécheresse qui a donc arrêté ça, et ils ont quand même continué les sacrifices et tout et tout. Mais pour ça, il a fallu trouver d'autres plantes qui aient le même effet. Or, ils n'en ont pas trouvé. À mon avis, ils n'en ont pas trouvé. Ils ont essayé plusieurs plantes, dont le lotus bleu,
Mais le lotus bleu, je ne sais pas quelle partie du lotus bleu, voilà, je sais que c'est cité, mais je ne connais pas cette plante-là, et je ne pourrais pas dire si c'est la racine, ou si c'est la plante, enfin la tige, ou le... Je sais pas, puis bon, ça a été essayé, ça a été abandonné après. Les scientifiques un peu spécialistes enfin, les spécialistes du Veda qui sont un peu scientifiques pensent à l'éphédra. Hein. Donc je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur l'éphédra. L'éphédra, alors c'est une plante qui est puissante. Surtout la variété indienne, paraît-il, parce que elle n'est pas vraiment de la famille des amphétamines, mais c'est une famille très proche. Donc les effets sont quasiment les mêmes. Et alors donc c'est très très puissant. Et ça rentre dans la composition de la MDMA. La MDMA qu'on connaît sous le nom de l'ecstasy, hein, pour les amateurs de techno et autres musiques comme ça, les rave parties. C'est de l'éphédra qui rentre dans enfin, pas l'éphédra, l'éphédrine, disons, sa molécule, qui entre dans la composition de l'ecstasy. Bon, mais il n'y a pas que ça, il y a un mélange avec d'autres choses, et je ne connais pas, j'ai jamais essayé, et je n'ai pas l'intention de le faire. Par contre, les amphétamines, oui, je connais, moi. Jadis. Et pas en France. C'est très puissant, très très puissant, surtout quand c'est mélangé à du cannabis, oui, parce que j'ai oublié de vous dire ça. Il prenait l'éphédra mélangé à du cannabis. C'était une technique qui a été utilisée dans la civilisation des oasis, dans celle de Karakoum, à peu près à la même époque, il y a 5000 ans, 5-6 000 ans, et c'est une civilisation qui était dirigée par des femmes. Donc elle se trouve au Turkménistan, c'est-à-dire juste à côté du nord de l'Afghanistan. Et cette civilisation-là, on a trouvé les restes. C'est un archéologue russe, Victor Sadiani, pas sûr, bon, c'est un nom comme ça, qui a trouvé des restes à choux, qu'il a analysé, et il a trouvé donc dedans un mélange d'éphédra, de cannabis et de pavot. Le pavot, la bogue probablement, pas l'opium, mais la bogue. Alors sans doute avec de l'opium dedans, mais je sais pas. Et je pense que ce pavot là, ça devait être pour calmer les effets de l'éphédra qui est ardu quand même. Donc les Indiens védiques l'ont utilisé aussi pendant un moment parce que l'effet est très important. L'effet est très important, c'est ça dure plusieurs heures, c'est très 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 impressionnant, mais la grosse différence entre le soma et ce genre de choses, c'est que avec le soma, c'est la non-dualité. Hein. Quelle que soit la technique, la plante que vous avez utilisée, c'est la non-dualité.
et les autres qui sont de la même famille, comme l'ayahuasca, l'iboga et autres. Il y en a des quantités, hein, tout plein. Hein, tout plein. C'est la non-dualité, voilà. Alors qu'avec le mélange ephèdra et cannabis, vous avez une dualité, obligatoirement. Hein, donc c'est là que vous recevez des trucs qui vous arrivent du ciel, etc. Et les dialogues avec Dieu et tout et tout. Je connais. Mais c'est pas la même chose. Et c'est très très important parce que ils n'ont pas gardé. Ils n'ont pas gardé. Oui, il y a toujours des sacrifices védiques au Kerala, par exemple. Bon, ben, non, alors peut-être qu'ils boivent le soma, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Après, ils ont ramassé des plantes qui étaient plus ou moins jaunâtres ou brunâtres, qui pouvaient faire l'affaire. Mais voilà, rien de... Donc ça, c'est pour le remplacement du soma. Cela dit, les prêtres védiques se sont, disons, séparés en deux catégories. Il y a ceux qui se sont dit, bon, bah, puisque ça fonctionne plus, on va essayer de trouver d'autres techniques. Et là, vous trouverez tout ça dans les Upanishads. Je vous conseille d'ailleurs un excellent bouquin qui est quelque part dans ma bibliothèque, là, les 108 Upanishads, traduites par Martin Butex. Et les 10 premières Upanishads sont les plus anciennes, donc qui datent de l'époque védique. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus récentes, mais... Bon, et donc ils se sont tournés vers ça et ont développé des techniques de yoga, donc dans le yoga vous avez tout un tas de subdivisions. Hein. Le yoga, c'est pas seulement les asanas. Alors il y a des asanas qui peuvent déclencher la kundalini. Je crois que c'est ce qu'on appelle, nous, la sauterelle, je crois. Celle-là. Celle où on envoie les jambes en l'air. Ça peut le faire. Alors là, il faut faire ça avec un grand maître yogi et non pas avec la petite nana qui vient faire des cours de yoga pour les dames qui veulent garder la ligne, comme il y a un peu partout ici, même à la campagne et même en Bretagne. Donc, vous avez donc ça, vous avez les bandas. Les bandas, c'est les ligatures, donc vous avez plusieurs, mais enfin vous pouvez les faire les trois principales en même temps. Donc c'est la gorge, comment je dirais ça poliment, moi, l'anus, le trou du cul, et le l'Uddiyana Bandha, qui est, on rentre tout, on rentre le ventre, on se vide les poumons, et une fois les poumons bien vidés, on remonte tout à l'intérieur, et on se fait un ventre... Alors creux, mais quelque chose de bien. Un jour, je faisais la démonstration en Afrique. Là, j'étais à discuter avec des Africains, et puis je leur montre comment je faisais aller. À l'époque, j'étais un peu plus maigre que maintenant. Et le gars, il me dit, mais moi... Ah, quand il voit ça, il me dit, mais moi je te coupe en deux avec un coup de machette, d'un seul coup de machette, parce qu'il n'y a plus rien, quoi. Quand tout est remonté comme ça, c'est impressionnant. Mais à ne pas faire n'importe comment. Hein, c'est toutes ces techniques-là,
sont affaire avec quand même un yogi qui s'y connaît un peu, quoi. Voire même beaucoup. C'est mieux. Et autrement, vous avez le pranayama, qui, à mon avis, est la meilleure, la solution la plus simple. Vous avez des exercices, enfin exercices, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais par exemple, le Kapalabhati, Kapalabhati, il s'agit d'expirer expirer, inspirer le plus vite et le plus rapidement possible. Ça s'appelle ça veut dire le polissage du crâne, paraît-il. Faudrait que je regarde ça de plus près. Voilà. Ça peut être impressionnant, mais à faire avec un maître, quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien. Alors, il y en a un qui a, par contre, simplifié les choses. C'est un certain Stanislas Grof. Ce type-là était un psychiatre tchèque pendant la période communiste, et il était chargé de soigner, de tester comment dire, de soigner les schizophrènes avec le nouveau produit que tout le monde venait de découvrir, enfin qui avait été découvert en Suisse en 1942 et adopté par l'armée américaine pour essayer d'en faire une arme. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a de quoi se marrer. Le LSD. Donc on lui avait on l'avait chargé d'essayer de soigner des schizophrènes par le LSD. Et ça marchait très bien. Ça marchait très bien parce que il arrivait à faire régresser la personne jusqu'à sa naissance. Hein, jusqu'à sa naissance. Et revivre, donc le faire revivre les problèmes qu'il y a eu à la naissance, parce que souvent, en schizophrénie, c'est des problèmes qui remontent à l'accouchement. Hein, c'est pas facile de sortir, on est coincé, bon, voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Et donc, il l'a fait pendant plusieurs années, quelque part en République tchèque, là. Et, enfin, à l'époque, ça s'appelait la Tchécoslovaquie. Et puis, il est parti, il s'est dit, le communisme, c'est bien, mais en théorie seulement. Et il est allé aux États-Unis, où c'est pas forcément mieux, mais la recherche était plus libre. Et donc, il a fait pendant au moins une dizaine d'années, dans une université, il a continué ce qu'il faisait avant, et comme il s'est aperçu que c'était aussi pour les gens qui n'étaient pas trop touchés, qui n'avaient pas trop de problèmes, ils avaient des expériences spirituelles importantes, et donc il a développé ça avec des gens qui eux, ne souffraient pas de schizophrénie. Et puis il s'est aperçu que c'était vraiment très 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 efficace pour ça, pour s'élever spirituellement. Et est arrivé Richard Nixon, qui a déclaré la guerre à ce genre de produits, hein, tout ce qui était psychédélique. Parce que c'est toujours une histoire
de pression de la part de sectes, les sectes chrétiennes américaines, vous savez. Moi, ça m'embête de dire chrétienne parce que ils font que référence à l'Ancien Testament et apparemment ils n'ont pas compris les évangiles. Ces gens-là qui dirigent, certaines d'entre elles, dirigent carrément l'État américain. Hein. Aucun président ne peut faire fonctionner s'il n'a pas la bénédiction de ces gens-là. Je vous conseille, il y a un truc très intéressant sur Netflix pour ceux qui sont abonnés. Ça s'appelle La Famille. Vous allez voir, vous voyez ça, oula. Et c'est vraiment tiré d'une de ces sectes. Leur devise, c'est Jésus et rien d'autre. Tous les coups sont permis, hein, puisque c'est au nom de Jésus. Donc, bon. Alors, donc, ils ont fait pression sur Nixon, qui a interdit, c'était banni. Puis, alors, il y a eu toute une campagne de presse qui a été faite aussi par ces gens-là, je pense, pour qui racontaient des trucs complètement invraisemblables, des gens qui s'envolaient par la fenêtre, qui se prenaient pour des oiseaux, donc qui se cassaient la gueule, on les retrouvait écrabouillés par terre et tout ça. C'est pas vrai, il n'y a jamais eu ces histoires-là. Il y a des gens qui ont enquêté pour savoir d'où ça venait. Ben non, c'était voilà, c'était des voilà. Bon, bref. Donc Groff a été embêté parce que tout d'un coup il fallait avoir des autorisations spéciales, faire tout un tas de paperasses pour avoir l'autorisation de continuer. Il en a eu marre et il a mis au point à ce moment-là une technique de pranayama emprunté au pranayama avec des yogis qu'il avait rencontrés aux États-Unis, parce qu'il y a pas mal de yogis qui ont réussi, je veux dire, qui ont eu quelques disciples américains qui sont partis s'installer aux États-Unis. Donc il a mis cette technique-là au point. Donc c'est une technique basée sur le pranayama, avec il a rajouté de la musique, il a rajouté des trucs parmi la musique, c'est essentiellement de la musique classique, mais il a aussi, dedans, vous avez la renaissance de la harpe celtique par Alan Stivell, je ne sais pas s'il est au courant. Alan, si tu es au courant, si tu n'étais pas au courant, ben maintenant tu peux l'être. Je ne sais pas si il ne regarde pas mes vidéos, mais bon. Et voilà, il a mis ça au point et ça marche très bien parce que je connais très bien quelqu'un, très 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 bien, quelqu'un qui l'a fait justement, qui avait un gros problème et qui l'a réglé avec ça, hein, avec la respiration holotropique. Donc vous trouverez dans son livre, enfin il a écrit plein de livres en racontant les expériences, etc. Mais le dernier, je ne sais pas si c'est le dernier, mais celui que je vous conseillerais, moi, c'est en français, ça s'appelle Les nouveaux états de la psyché ou de la conscience. Oui. Les nouveaux états de la conscience, et dedans il y a une cartographie de la psyché. Et il raconte tout un tas de trucs sur ce qu'il fait, sur comment il a soigné les gens, comment il a défini les matrices périnatales. Alors là, il y a
tout un tas d'explications pour justement voir pourquoi le moment de l'accouchement lui-même peut déglinguer quelqu'un. Et il explique qu'il obtient exactement les mêmes effets avec sa technique de la respiration holotropique qu'avec le LSD. C'est pareil. Il a la même chose. Et il l'explique dans tout le bouquin à longueur de temps. Donc je vous conseille la respiration holotropique, c'est légal. Vous pouvez le faire chez des... Il y a des gars qui sont spécialisés ou des associations en France, partout. Vous cherchez ça sur Internet, vous n'aurez aucun mal à en trouver. Vous risquez rien. Avec le LSD, si c'est mal parti, ça peut être très désagréable pendant 12 heures. Avec la respiration holotropique, rien, vous risquez rien. Donc, si j'ai un conseil à donner, si vous voulez essayer d'obtenir l'illumination réelle, spirituelle à la manière védique, vous pouvez le faire avec la respiration holotropique. C'est très efficace. C'est très efficace. Alors, c'est beaucoup moins pratique que le soma, parce que le soma, c'était inclus dans un sacrifice. L'effet du soma devait amener l'illumination au moment du lever du soleil. Hein, pas oublier. Hein. Donc, pour ça, avec un produit qu'on avale, on sait que le temps de le digérer, et hop, ça y est, ça agit. Donc là, comme il n'avait pas dormi la veille et que ça faisait 4 jours qu'il se préparait l'esprit à ça en ne mangeant que du yaourt, je pense qu'en un quart d'heure, 20 minutes, c'était bon, quoi. Donc quand on voit que le soleil est prêt à se lever, bon, on boit le machin, on attend, puis au bout d'un quart d'heure, boum, quand le soleil se lève, paf, voilà. Mais bon, ça s'est arrêté. Et ils n'ont pas réussi à recommencer, et puis après c'est parti avec l'hindouisme, tout et tout. Donc là, là, il y a de la variété, si j'ose dire. Bon, d'autres prêtres, eux, après cette pénurie de soma, la majorité des prêtres se sont dit, bon, le soma, on va mettre ce qu'on trouve, mais ce qui compte, c'est la réussite du sacrifice. Il faut que le sacrifice soit fait dans tous les détails, exactement. Il ne doit pas y avoir le moindre petit truc qui soit fait de travers. Et il y avait un prêtre qui s'appelait le brahman, hein, encore ce mot-là qui sert beaucoup, dont le rôle était de surveiller si tout se déroulait bien, s'il n'y avait pas le moindre accroc, et s'il y avait un truc qui avait été mal fait, hop, il connaissait les astuces pour corriger et que le sacrifice soit considéré comme parfait. Et comme ça, il disait que c'était le sacrifice lui-même qui vous permettait d'obtenir une meilleure récolte, d'avoir des gosses ou de vous enrichir. Parce qu'après, c'était ça, hein, comme les chrétiens maintenant, enfin les chrétiens, ceux qu'on comprend, ouais, enfin bon, bref, allez, laissons-les tranquilles. Oui, parce que dans les chrétiens, il y a ceux qui ont compris les évangiles et ceux qui les ont pas compris. Ceux qui ont compris les évangiles, c'est qui ont compris, pourtant pas compliqué, aimez-vous les uns les autres. Et puis il y a les autres qui comprennent ça qu'un coup de baïonnette ou un coup de bombe atomique. Mais bon,
voilà, chacun comme il est. Bon ben voilà, c'était tout, une toute petite vidéo d'une demi-heure. Voilà, j'ai un incorrigible bavard, faut pas me laisser commencer. Hervé. Bon, allez, Kenavo dans l'all, et bonsoir à tous, ça veut dire. Hein. Et puis à bientôt pour autre chose. Ah oui, je vais vous faire le 10-90 un de ces jours. Mais celui-là, il va encore être long, et parce que il y a après, il y a de la suite qui peut même nous concerner. Alors, bon, alors, Kenavo, et à la prochaine. Hein.